Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Cet épisode est produit dans le cadre du Podcaston. Vous aimez mieux les disques ou la radio ? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de cancer du sein et de soutenir l'association Ruban Rose. Si vous souhaitez faire avancer la recherche pour ce cancer, faire avancer la prévention et la communication autour de ce cancer, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous pouvez soutenir l'association Ruban Rose en allant sur leur site internet www.cancerdussein.org. Vous pouvez y faire un don, parler d'elle autour de vous, notamment en partageant cet épisode. Et puis si vous voulez soutenir l'organisation du Podcaston pour qu'il ait lieu aussi l'année prochaine, rendez-vous sur leur site www.podcaston.org pour découvrir les autres podcasts, les autres associations soutenues et faire des promesses de dons. Pour vous parler quand même de l'épisode du jour, c'est Myriam, une soignante soignée qui vient raconter son parcours avec son cancer du sein. Elle l'appelle le cancer classique, celui qui se soigne bien, et pourtant le chemin n'est pas tout rose quand même, ça reste un long chemin difficile à traverser. Aujourd'hui, Myriam est en rémission, elle va bien, mais elle a plein de messages à faire passer. Je sais que son histoire ne représente pas tous les cancers, mais j'espère que cette histoire pleine de positif vous apportera quand même du soutien dans votre combat. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve après pour d'autres informations encore importantes. Bonjour Myriam. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Eh bien, après cette petite journée fort sympathique et à courir, eh bien, je suis ravie de te voir, tout simplement. Ça va bien, ça va. On va passer une petite heure posée, on va pas courir. Non, c'est très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as accepté de venir parler sur le podcast de ton histoire ? Alors, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette histoire de maladie. Bon, qui est un cancer du sein, je vais le nommer, parce que c'est quelque chose justement dont on ne parle pas beaucoup. On parle pas de la maladie, on parle beaucoup de prévention, on parle beaucoup, c'est de mammographie, puis encore je trouve qu'on n'en parle pas des masses. Et en fait, on n'entend pas la parole des personnes qui sont malades, tout simplement. Et moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être une soignante, et je suis soignée. Et peut-être que en ça aussi, ça m'a bien poussée, je pense, à témoigner aujourd'hui, parce que, voilà, au moins pour donner la parole aux autres, voilà, au moins pour ça. Et puis leur dire qu'il faut ouvrir les portes et tout ça, enfin plein de choses à faire qu'on n'ose peut-être pas forcément faire quand on est malade. On va parler de tout ça. Est-ce que tu peux recontextualiser un peu comment est-ce que toi tu as appris la maladie, comment est-ce que tu étais dans ta vie à ce moment-là, ou est-ce qu'on peut remettre les bases un peu ? Oui, bien sûr. Donc en fait, je suis infirmière et je travaille en pédiatrie, néonatologie et urgence pédiatrique, et je suis aussi praticienne en hypnose. Voilà, pour faire mon parcours professionnel. Avec évidemment, comme pour beaucoup, ces 3 dernières années avec Covid, des choses qui n'étaient pas forcément agréables, difficiles, avec des conditions de travail, difficiles vraiment. Et puis, comme beaucoup de femmes, mais pas assez encore, eh bien, c'était le moment de la petite mammographie de dépistage, et j'y suis allée. Voilà, j'ai pris mon rendez-vous, j'y suis allée. Curieusement, avec une légère appréhension, en me disant, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Pourquoi, alors que je n'avais rien senti du tout. Et c'est là qu'on m'a annoncé, en décembre 2021, que j'avais un cancer du sein, donc à droite. Voilà. Et s'en est enchaîné ensuite
sur tout un parcours, forcément. Est-ce que tu connaissais un peu les méthodes d'autodétection, autopalpation, des choses comme ça? Et autre question, tu verras, j'adore faire ça, poser plein de questions en même temps. Est-ce que tu avais un suivi peut-être gynéco, sage-femme ou autre qui faisait un peu des palpations peut-être tous les ans ou pas du tout? Alors moi je suis suivie tous les ans pour des problèmes divers et variés, et puis je suis suivie en tant que femme tout simplement, enfin femme qui décide d'être suivie, parce que ça je pense que c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de général. Donc moi je faisais toujours attention avec l'autopalpation, tout ça, et curieusement quand même je n'avais rien senti, pourtant il y avait quand même matière à sentir à ce moment-là, et je n'avais rien senti du tout. Et puis sinon j'avais mon suivi tous les ans, donc obligatoirement, enfin j'étais voilà, de ce côté-là, gynécologiquement parlant, au niveau des seins et tout ça, j'étais bien suivie, et heureusement. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu, si tu sais, l'autopalpation, comment on fait? Là, on peut pas faire de gestes parce que les gens ne verront pas, mais moi j'ai envie de dire aux dames, aux femmes et aux hommes aussi, hein, parce que je pense aussi à eux, hein, même s'ils sont peu nombreux concernés par cette maladie. Moi j'ai envie de dire, apprenez à connaître votre corps et tout simplement à vous palper. Il n'y a pas forcément. Alors bien sûr, on peut aller voir sur dans certains groupes tout ça où ils expliquent ce que c'est que l'autopalpation. D'ailleurs sur YouTube il y a des très très bons tutos. Et moi, je conseille à toutes, aux jeunes femmes comme aux plus anciennes, d'aller voir et puis de se le faire systématiquement au moins une fois par mois, parce que c'est important, voilà, vraiment de connaître son corps, ça c'est hyper important. Et puis de connaître ses seins, ça l'est aussi. Et si on est en couple, moi j'ai envie de dire, voilà quoi, monsieur ou madame, peu importe, hein, chacun peut y aller de sa main et de voir comment ça se passe sur la poitrine de l'autre, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Et du plus jeune âge, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça aussi. Oui, ça touche pas, parce que la mammographie, je crois qu'elle est instaurée à partir de 50 ans, il me semble, si je me trompe pas. Oui, et même 55 des fois. Enfin, ça dépend voilà. Et jusqu'à 75 ans, parce que même après 75 ans, elle est pas systématique, elle passe plus dans la prévention, si tu veux. Et donc, d'accord. Et 50 ans, c'est trop tard, presque. Ouais. Bien sûr que moi, je suis une vieille dame, entre guillemets, c'est-à-dire que je rentre dans ces clous-là. Donc, j'ai 57 ans, je vais pas le cacher, mais je rentre dans ces clous-là, donc en fait, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai accès à toutes ces choses. Mais en fait, c'est vrai que pour les jeunes femmes, à partir du moment où les jeunes filles, elles ont leurs règles, etc., il y a toute cette éducation à la santé, j'ai envie de dire, et même à la sexualité, qui font que ça conditionne un peu son avenir, en quelque sorte, son avenir de santé, enfin, dans son état de santé. Et maintenant, on peut remarquer quand même dans les chiffres qu'il y a de plus en plus de très jeunes femmes qui sont atteintes de cancer du sein, et qui, ceux-là, sont vraiment pas sympas du tout. Un cancer, c'est pas sympa, mais alors là, chez les jeunes femmes, c'est encore pire, et c'est vraiment quelque chose d'incisif, et qui conduit malheureusement assez souvent vers la mort, et ça c'est non, quoi. Et maintenant, et c'est pour ça que l'éducation à la santé, c'est hyper important chez les jeunes filles et même chez les jeunes hommes, hein. Ouais. Moi je mets tout le monde dans le même panier, hein. Adolescent, on apprend comment on est fait, comment on fonctionne et comment on prend soin de soi, et ça c'est hyper important. C'est pour ça que je suis là aussi. Non mais c'est mon cheval de bataille, j'ai envie de dire. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que toi, t'avais des prédispositions un peu? Parce que je sais que on dit, parce que je sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'on dit que c'est génétique, ou ça peut être génétique, ou alors qu'il peut y avoir un gène qui fait qu'on peut avoir le cancer à répétition, ou je ne sais quoi. Je me suis pas du tout renseignée plus que ça sur le sujet, mais est-ce que toi t'avais ça, et est-ce que tu peux expliquer ces prédispositions? Alors, par rapport aux prédispositions, il existe un gène, effectivement, je ne saurais plus te dire le nom parce que je m'en souviens pas, mais il existe un gène, effectivement. Donc, par exemple, si dans une famille, il y a la maman, la grand-mère qui ont eu des cancers du sein, et si ce gène a été déterminé, c'est un type précis de cancer. Moi, c'est un cancer hormonodépendant. Ça peut être familial, mais je veux dire, il n'y a pas forcément quelque chose de génétique. Mais dans ces prédispositions-là, donc il y a ce fameux gène, et c'est vrai que quand il est détecté chez certaines femmes qui sont atteintes,
effectivement, toutes les jeunes filles derrière, enfin les filles quoi, de cette personne-là sont effectivement testées pour voir effectivement comment on peut, enfin au niveau de la prévention et tout ça. C'est un peu ce qui est arrivé, il me semble, c'est toute réserve que je dise pas de bêtises, de Madame d'Angelina Jolie, c'est-à-dire que elle aussi dans son cursus de santé, en fait dans sa famille, il y avait ce problème-là, et elle avait ce gène-là. Donc c'est vrai qu'après c'est quelque chose qui est vraiment ça c'est vraiment important. Et ce qui est bien maintenant, c'est que effectivement on le connaît ce gène. Donc ça c'est quand même super. Après dans les prédispositions, par exemple moi dans ma famille, aucun cancer du sein. Je veux dire voilà. Alors évidemment ça a interpellé beaucoup mes filles qui ont une trentaine d'années toutes les deux, et elles me disent bah oui mais est-ce que voilà bon, j'ai dit non, si vous vous faites suivre normalement tous les ans, il y a aucun problème quoi. Enfin voilà, vous serez bon, vous serez voilà, la prévention sera faite, il y aura aucun problème. Après c'est vrai qu'on peut retrouver dans certaines familles quand il y a plusieurs cancers et sans forcément que ce soit un cancer du sein mais un cancer du sein, et dans une famille où il y a des cancers on va dire. Ben peut-être que là effectivement ça peut être une certaine sensibilité à avoir un problème de cancer enfin dans sa vie. Mais après ça c'est pareil, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. On parle de génétique, mais on parle de l'épigénétique, donc c'est tout ce qui est environnemental, c'est sa façon de vivre, enfin c'est plein de choses. Donc mais effectivement ce cancer au niveau du gène, là, ce qui est bien c'est qu'au moins on peut un petit peu anticiper. Voilà. Un petit peu, on peut pas tout faire, mais voilà. Donc, il y a que la prévention pour tout. Ouais. Toi, t'as dit, le mien, il était hormonodépendant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de cancers? Ouais, il y a plusieurs types de cancers. Alors ça, je joins tout le monde s'il y en a qui veulent se documenter là-dessus. Il y a plusieurs cancers, évidemment. Et en fait, quand on dit hormonodépendant, enfin, il y a des cancers qui sont, nous on a beaucoup d'œstrogènes en tant que femme ou de la progestérone, donc en fait ce cancer-là, il est plus ou moins, enfin il est, il tient à ces hormones-là. Mais il y en a d'autres où il y a 3 critères, hein, si mes souvenirs sont bons, et il peut y avoir aucun critère de ces 3-là qui sont impactés, et là c'est ce qu'on appelle le cancer triple négatif. C'est-à-dire que c'est négatif sur ces 3 critères. Et ce cancer-là, c'est quand même un des cancers, enfin, c'est le cancer du sein qui est quand même extrêmement virulent, enfin, bien, voilà, et qui est quand même, voilà, enfin, grave, enfin, très grave. Tous les cancers sont graves, évidemment, mais celui-ci, voilà. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas super, donc, ça faudra dire des bêtises. Mais, voilà. Moi, c'est le cancer de la personne, de la femme, après 50 ans, ménopausée, enfin, le truc, ok. Classique, entre guillemets, quoi. Classique, enfin bon, disons que, voilà. Ouais. Pour mon âge, c'est ça, voilà. Et t'as dit que t'avais des filles. Comment est-ce qu'on annonce à ses enfants, à sa famille, à ses proches, qu'on a un cancer? Alors, moi, j'ai pris la décision dès le départ, parce qu'en fait, tout s'est enclenché et en 3 semaines de temps, je savais que en 3 semaines, tout était organisé, je me faisais opérer. Et donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. C'est pas toujours le cas pour d'autres personnes, parce que le parcours de soins est parfois très long. Moi, j'ai eu cette chance-là, effectivement. Bon, voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont occupées de moi. Et quand j'ai su, bon, forcément, hein, quand on passe une mammographie et qu'on vous dit, bah ouais, faut faire une biopsie, clairement, vous attendez pas forcément à un résultat super positif. Donc moi, j'avais déjà un peu commencé à parler de certaines choses, enfin en disant voilà, bah je vais passer une biopsie, enfin je vais avoir une biopsie, etc. Donc quand j'ai eu le résultat, moi j'ai pris le parti pour moi de n'en parler qu'à mes enfants. Donc j'ai 3 enfants, parce que le dernier c'est mon fils, ça a 22 ans, donc ils sont à peu près là. Et donc je leur ai expliqué. Je ne suis pas allée en parler au restant de ma famille. Okay. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais envie de digérer les choses comme moi je l'entendais, sans forcément avoir la peine ou l'empathie des autres qui vient se surrajouter sur déjà ce que j'avais à digérer moi. J'ai annoncé plus tard à ma famille, mais voilà, ce que j'avais. Et j'étais déjà opérée à ce moment-là. Ok. C'est compliqué d'annoncer parce que je pense que quand en plus ce sont ses enfants, quelque part on veut les protéger, alors que la personne à protéger c'est plutôt soi dans un premier temps forcément, mais en fait on veut les protéger. Alors on veut pas trop en dire, puis en même temps se voiler la face et ne pas retranscrire correctement la vérité, c'est pas une bonne chose non plus. Après ça c'est libre à chacun, j'ai envie de dire.
Alors, il y a des personnes qui veulent rien dire, d'autres qui veulent tout dire, d'autres qui font un petit peu, voilà, ils édulcorent un petit peu tout ça pour se faire une petite histoire. Et ça, c'est vraiment très, très, très personnel. Ça a été compliqué, mais ça s'est bien fait. Et je pense qu'il faut pas trop amener de jugement au choix de ces personnes, parce que il y a des personnes qui peuvent se dire elle m'a pas impliquée, j'aurais aimé la soutenir ou quoi. Et en fait, effectivement, c'est une décision très personnelle à laquelle on n'a pas à amener de jugement en fait. Exactement. Mais peut-être que justement, c'est ça où c'est difficile, par exemple, de prendre la parole. C'est-à-dire que vous êtes impacté par cette maladie et vous prenez ça frontal, hein, clairement. Il n'y a pas c'est le tsunami, enfin c'est voilà quoi. Bon. Donc vous avez ça à digérer, et puis en plus avec tous les soins qu'il peut y avoir, quel que soit le chemin qu'on peut avoir dans le parcours de soins, en fait on est pris en charge, et c'est vraiment la boule de neige, quoi. C'est-à-dire que on ne s'arrête pas, on est pris en charge, et limite on n'a presque pas forcément le temps de réfléchir en quelque sorte. Alors il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et puis ce que je voulais dire par rapport à la parole justement de ces personnes, de la personne malade, quand on parle cancer et qu'on prononce le nom, vous avez 15 000 personnes autour de vous qui fuient en quelque sorte. Alors vous avez les personnes qui vont dire ma peau, ouais ma peau c'est bon quoi. Enfin c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre, même si à un moment oui on vous plaint un petit peu, mais après faut passer à autre chose quoi. Voilà. Et ma pauvre, ou alors les gens qui fuient parce que ça fait peur. Et le cancer, ça fait peur. Et pourtant il faut en parler parce que il y a plein de personnes comme ça qui sont atteintes d'un cancer, et je suis sûre que le voisin d'à côté ou je sais pas qui qu'on croise dans la rue tous les jours, il y a des gens qui sont malades, et des gens qui sont malades d'un cancer, mais peut-être d'autres choses aussi. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de prendre cette parole et de dire oui j'ai un cancer, ok, et d'accepter aussi que les gens finalement s'en aillent quoi, ou prennent plus de temps pour venir prendre de tes nouvelles, ou n'en prennent pas, ou en prennent au début mais puis après, etc., etc. Je pense que ça fait peur. C'est pas que moi je me dis toujours c'est pas contagieux pourtant, mais ça fiche la trouille quoi, clairement. Hein. On a toujours peur d'être impacté, et c'est vrai. On ne sait jamais de quoi demain est fait. C'est vrai, c'est juste. Mais c'est voilà. Et puis le cancer, oui, c'est ça. On voit tellement tous ces gens, qui ont perdu leurs cheveux, ou les gens qu'on voit bien qu'ils sont pas en forme, etc. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait peur, parce que obligatoirement, on est en quelque sorte, ça fait un effet miroir, en quelque sorte. Donc c'est compliqué à. Alors après, je comprends, mais des fois c'est pas facile. Donc voilà, chacun ses raisons. Et bon. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur ton parcours de soins, où tu as dit que ça avait duré 3 semaines, que tout s'était enchaîné très vite? Est-ce que tu peux donner un peu les étapes et comment et pourquoi ça s'est enchaîné si vite? Ça a commencé par la mammographie. Forcément, il y avait quelque chose. On m'a dit que c'était tout petit. Je me suis dit chouette, entre guillemets évidemment, mais j'ai dit tant mieux. La biopsie a eu lieu 2 jours plus tard. Et c'est marrant parce que c'était que des jeudis. Enfin, je dis c'est marrant, on s'entend, mais c'était que des jeudis. Donc le jeudi la biopsie, le jeudi suivant les résultats, pas bon évidemment. Et puis le jeudi suivant, c'était juste avant Noël, le 23, et j'étais devant la chirurgienne. Voilà. D'accord. Dans un centre spécialisé dans la prise en charge du cancer, qui est sur Dijon. C'était vraiment très très bien. Donc c'est pour ça qu'en 3 semaines de temps, j'ai pas eu à mijoter en fait. J'ai pas eu à j'ai eu à digérer l'information évidemment, mais j'ai pas eu à mijoter en me disant punaise là c'est long, faut attendre. Et puis le 14 janvier j'étais opérée, donc en fait c'est court quoi. Ça fait 5 semaines et c'est super court, parce que moi j'ai passé ma mammographie, ça devait être le 2 décembre. Donc tu vois, je dirais que tout le monde a pas cette chance là. Et une fois opérée, voilà, j'ai été opérée, ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur une chirurgienne au top, voilà, une équipe au top aussi. Je suis restée que la journée. Je suis rentrée chez moi après, ça s'est fait en ambulatoire. Pour l'anecdote, moi qui accompagnais les dames qui se faisaient opérer du sein avec l'hypnose, je me suis préparée moi-même en amont pour arriver au top le jour J. Voilà, donc c'était assez paradoxal aussi, ça pour moi. Et puis après, vous avez ce stop là comme ça, c'est-à-dire vous êtes opéré et vous avez la visite de contrôle en quelque sorte. Environ 3 semaines à 1 mois après. Alors vous avez juste un petit peu les visites des infirmières qui viennent vous faire votre pansement, mais comme vous êtes fatigué, que vous pouvez pas forcément sortir, moi j'avais pas très mal, donc en fait c'était relativement confortable pour moi.
Bon là vous commencez à sentir un peu la solitude entre guillemets, et c'est là qu'on commence aussi un petit peu à mijoter et à réfléchir, etc. Et après ça s'est enchaîné encore pour la nuit. Ok. Alors j'avoue que moi, de mon image à moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long, les traitements, qu'il y avait de la chimio, etc. Toi, ça a pas été le cas? Alors j'ai pas eu de chimiothérapie, j'ai eu de la radiothérapie. Mais pour avoir de la radiothérapie, il faut qu'on cicatrise avant. Donc j'ai commencé la radiothérapie au mois de mars. Ah bah oui, au mois de mars, puisque c'était le 8 mars. Ah, franchement, ça fallait le faire aussi. Donc voilà. Ah bah alors là, ce jour-là, je crois que voilà, je me suis dit bon bah c'est un signe, allons-y gaiement. Donc je me suis dit allez, les droits de la femme, ma fille, voilà. Et donc j'ai eu 33 séances de radiothérapie. Ça aussi, c'est un passage particulier parce que déjà, enfin, j'ai des photos. Je me suis prise en photo parce qu'en fait, on est marqué avec quelque chose qui tient sur la peau dans un premier temps. Vous passez dans un scanner, alors vous êtes là un peu, voilà, Star Wars en version médicale, et puis vous êtes marqué pour avoir des repères parce que c'est important les repères, sinon la radiothérapie ça brûle, il faut quand même pas aller non plus faire n'importe quoi. Et c'est vrai que maintenant, les technologies, elles sont bien, comme c'est assez pointu. Et vous gardez pendant 2 mois vos dessins sur le corps, sur le sein. Et c'est vrai que là aussi, ça m'a fait bizarre. Moi, j'avais l'impression qu'on m'avait tatoué comme si ça allait rester sur mon corps et que ça allait pas s'en aller. Bon, évidemment, ça c'est parti après, hein, mais donc voilà. Et la radiothérapie, c'est particulier parce qu'on y va tous les jours, 5 jours par semaine, et vous y allez tous les jours, et moi j'ai cette chance aussi, et je dis que j'ai vraiment de la chance parce que j'habite aller à 10 minutes en tram du centre où je me fais soigner, et j'imaginais en même temps en me disant mais comment font les personnes qui ont 1 heure de route ou 1 heure et demie de route pour venir tous les jours et tout ça. Parce qu'en fait je me suis dit ouais c'est cool 10 minutes de tram, c'est pas trop fatigant. Oui mais si, parce que au bout de 15 jours on commence à vraiment fatiguer. Et les rayons qu'on ne sent pas pourtant, même si bon parfois c'est inconfortable parce que ça peut brûler, mais en fait ça fatigue et on est vraiment fatigué. Et je pense que c'est la maladie aussi qui fatigue, le temps que je sais pas comment expliquer ça. On parle de brouillard, de chémo-brain dans la tête. Alors tu pardonneras mon accent hein, parce que alors moi en anglais je suis nulle, mais c'est exactement ça. Et en fait c'est la maladie qui provoque ça. C'est comme si ton cerveau il était enveloppé dans une espèce de brouillard parfois plus ou moins dense. Et tu peux plus trop réfléchir, et puis t'es fatigué, et puis bon bah voilà, bon après tu récupères bien sûr, mais ça reste quand même assez long. Et ça c'est la maladie qui provoque ça, c'est pas, y a pas que la fatigue quoi, c'est vraiment la maladie qui provoque tous ces chamboulements. Donc voilà, donc effectivement ben voilà, j'ai commencé à être fatiguée, hein, voilà, bon bah c'est tout, ça a duré ben oui 1 mois et demi quoi, en gros, ben oui c'est ça 1 mois et demi. Ok. Donc voilà, avec mon petit dessin, enfin mon gros dessin. Et cette machine où tu es enfermé dans une salle, ça aussi je pense que ça peut impressionner. Moi ça m'a impressionné au début, bon, après c'est passé, mais c'est impressionnant. On est tout seul une fois qu'ils ont remis les repères en route, bien comme il fallait et tout. On est tout seul après parce que c'est tout plombé, enfin comme on appelle ça. Faut pas que les rayons s'en aillent, diffusent et tout ça, hein, donc c'est assez impressionnant aussi ça. Mais bon, ça s'est fait aussi. Et puis après j'ai continué aussi, mais sans chimio. J'ai eu cette chance. Ok. Donc finalement, ça s'arrête pas à l'opération, quoi. Il faut que ça dure encore un bon bout de temps. Oui. Et c'est un peu au long cours. Alors voilà. Bon bah après, puis entre temps vous avez aussi la kinésithérapie parce que votre bras était quand même mis à mal, donc il faut pouvoir bouger son épaule. Travailler la cicatrice, donc là c'est encore des douleurs encore différentes, et puis vous avez tous les jours pendant 33 fois le bras en l'air et l'épaule qui est déjà fatiguée et qui a mal, et vous avez ce bras là comme ça tout le temps en l'air, et que vous arrivez à peine à redescendre après parce que vous êtes toujours dans ce même mouvement répétitif, et avec déjà cette douleur qui existe et cette limite de mouvement quoi en fait. Donc ça aussi, ça vient aussi interférer dans la fatigue, dans le fait de se remettre peut-être plus vite, je sais pas, hein, et pourtant la kiné, moi j'en ai eu tout de suite, j'avais anticipé avec ma kiné, donc en fait j'ai pu faire plein de mouvements, choses qu'on m'avait pas dit de faire, on m'a dit je vais bouger votre bras, mais c'est tout quoi.
la kiné m'avait donné tout ce qu'il fallait. Est-ce que, quand tu disais on est emporté dans ce processus médical, je sais plus comment tu disais, est-ce que c'est, par exemple, le premier médecin qui dit il faut aller voir tel autre spécialiste et c'est lui qui prend rendez-vous, qui dit il faut aller voir tel autre, c'est tout? Ou est-ce que c'est à toi de toi-même aller trouver la bonne personne et d'aller prendre rendez-vous avec elle et... Alors, je parle pour ce que j'ai connu moi. En fait, moi, j'ai jamais pris aucun rendez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, enfin, dès la première fois que je suis entrée dans l'hôpital en question, tout avait été déterminé et au fur et à mesure, mes rendez-vous sont pris. Pour te donner un exemple, quand j'ai terminé la radiothérapie, j'avais déjà mon rendez-vous qui va avoir lieu fin mars, je l'avais déjà. Ok. C'est-à-dire que il était déjà prévu, etc. Prévu aussi à 6 mois le rendez-vous avec l'oncologue. C'est pas moi qui ai fait ces démarches-là. Dans cet hôpital-là, c'est comme ça. Et je pense que même quand tu te fais opérer, mettons dans une structure, dans une clinique par exemple privée, je pense que c'est exactement pareil. C'est un tout petit peu différent parce que c'est privé, mais c'est tout, quoi. Enfin après, les rendez-vous, c'est pas toi qui les prends. On te dit bon ben voilà. Mais bon, ça après c'est. Je souhaite que ça se passe comme pour moi, pour tout le monde, mais je pense que c'est pas forcément le cas. Mais voilà, parce que franchement, je n'ai eu qu'à prendre soin de moi en quelque sorte. Voilà. C'est déjà une bonne chose à faire. Ah ouais, bah déjà. Et franchement, toute cette prise en charge comme ça, qui devrait être, moi je trouve que ça devrait être généralisé à toutes les personnes qui seront soignées comme ça devrait être comme ça, parce que t'as déjà tellement de choses à penser que c'est tellement, ça va tellement vite, surtout au départ, que en fait, je pense que tu pourrais oublier des choses clairement, quoi. Enfin, si on ne faisait pas à ta place, ou alors faire des choses à l'envers, ou je sais pas, mais enfin des choses, mais certainement. T'as dit tout à l'heure du coup que pendant les 3 semaines où c'est pris en charge très rapidement, t'as pas le temps de réfléchir et que c'est après où il se passe plusieurs mois où tu commences à cogiter. Qu'est-ce que tu cogites à ce moment-là? Bah, je pense que vient la question, punaise, j'espère que je vais m'en sortir. Alors on sait pertinemment, enfin, en ce qui me concerne, évidemment, c'est un cancer qui, quand même, se soigne plutôt bien, donc avec énormément de chances de survie à 5 ans. Parce qu'on parle de survie à 5 ans quand même, on parle pas de, voilà. Donc si au-delà de 5 ans, j'ai pas fait de récidive, chose comme ça, je serais considérée comme guérie. Pour l'instant, je suis en rémission. Ok. Voilà. En fait, il y a cette, je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que vient ces questions, elles sont pas, en plus, elles viennent pas forcément franchement, parce que c'est quelque chose qui fait peur, et puis en même temps, tu te dis, ouais, non, mais c'est bon, quoi. Tu sais pas ce que ça va donner dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans. Tu sais pas. Tu sais pas si tu seras là. Tu sais pas, il y a plein de choses comme ça, et c'est hyper déroutant, hein, parce qu'en fait, tu anticipes sur ton avenir et tu sais pas si tu seras vivante. Et là, c'est quand même un sacré coup derrière la tête, hein, quand même, parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer. Et même encore maintenant, j'ai beau me dire que je suis en rémission, que je vais bien. Bon, j'ai encore des douleurs résiduelles, mais bon, on m'a pris en charge pour ça aussi, et c'est parfait. Mais malgré tout, j'ai toujours cette espèce d'épée Damoclès qui dit, bah oui, mais bon, t'es à l'abri de rien. Même si tout a été fait pour que tu ailles bien, et je vais bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a toujours cette petite chose là qui tourne dans ta tête et qui de temps en temps te rappelle à l'ordre en disant ouais mais ouais ça le fait pour quand tu peux organiser des choses, tu sais, des fois d'une année à l'autre, des choses comme ça, et tu te dis ouais mais peut-être que voilà. Ok. Donc tu te poses la question. Et tu te poses la question aussi, il y a plein de choses qui sont mises en cause, même dans ton caractère. Moi je dis toujours il y a un avant, il y a un après, mais c'est vrai, je veux dire le caractère il change. Moi je me suis dit bah non mais c'est terminé quoi, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil et c'est vrai que je sais pas forcément dire non. Là je vais pas dire non tout le temps évidemment parce que mon caractère est tel qu'il est, mais bon peut-être que je serai moins sympa certaines fois, je sais pas. Je dis ça, je trouve que je le ferai même pas, hein, parce que bon voilà, je suis pas sûre d'en être capable, mais ou c'est comme de m'exprimer, par exemple, tu vois, aujourd'hui avec toi. Je pense que c'est, même si j'ai fait toujours plein de choses et que voilà, même participer à un certain nombre de choses, j'étais pas forcément très à l'aise. Que maintenant j'ai dit non, mais attends ma fille, vu par où t'es passée, c'est bon, hein, tu peux y aller, hein. Enfin voilà quoi, tu risques rien en fait.
Ça donne, moi, ça m'a donné de la force par rapport à ça. Donc, ouais, il y a des choses qui changent. Bon, il y a des choses où on se dit, ouais, bah, c'est bon, hein, c'est pas grave, hein. Voilà. Peut-être que ça aurait pris il y a des choses où on aurait pu dire, ouais, ça aurait pu prendre des proportions pas possibles. Bon, moi, je suis pas trop comme ça, mais c'est vrai quand même malgré tout. Et, voilà, oui, bah, c'est bon, quoi, hein. Oui, bon. Après ce que je viens de vivre, voilà, c'est bon. Ouais. Et puis, on relativise peut-être un peu plus. C'est possible. Mais enfin, ça, c'est moi. Après, tu vois, c'est vraiment une réaction assez, intime, ça, parce que bon, tout le monde n'est pas pareil, quoi. J'avais vu une émission de Faustine Bollard là sur la 2 un début d'après-midi où c'était des femmes qui venaient témoigner de l'après-cancer, où elle disait en fait on est tellement pris en charge rapidement, etc. et tout s'enchaîne que quand ça s'arrête, on sait plus quoi faire et il y en a qui tombent en dépression maintenant qu'est-ce que je fais, quoi. Tu comprends du coup ce mécanisme un peu? Oui. Et justement, et c'est pour ça aussi, peut-être que je discute aussi avec toi aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi, en tant que soignante, il y avait des choses qui m'avaient déjà interpellée par rapport à ce problème de maladie et de après. Mais en fait, c'est ça, c'est que on est coucouné en quelque sorte, voilà, ça s'enchaîne, etc., etc. Et peut-être que la chose qui pêche le plus par rapport à la prise en charge, c'est justement le après. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a toutes les associations, elles sont toutes extraordinaires, et on peut vraiment, si on va chercher l'information, si on va se renseigner, si on ose parler à son médecin, on va avoir les réponses et on va se prendre en charge. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, après tout ce bazar et après avoir commencé l'hormonothérapie, moi, j'ai fait un programme à Dijon, c'est génial. Il y a un programme PEPS. Ça s'appelle PEPS. C'est fantastique. C'est fait pour les personnes qui sont en cours de traitement pour un cancer ou après leur cancer. Et en fait, c'est 10 semaines de sport, entre guillemets, intensif, mais adapté. Et là, ça te met une pêche d'en faire. Et là, t'es pris aussi un peu en charge quand même si t'en baves tous les jours, mais c'est pas grave. Et le médecin qui te dit, on vous lâche pas tant que vous nous avez pas fait un petit programme, que vous n'allez pas nous dire que vous allez peut-être faire telle activité ou tel sport, ou peut-être je sais pas, peut-être que vous allez marcher avec des copines, ou faire de l'activité physique adaptée, ou rentrer dans une association pour faire autre chose. Mais on veut que vous c'est un peu comme les gens quand ils préparent leur retraite et qu'ils disent j'aurai bien le temps d'y penser. Non, parce qu'en fait du jour au lendemain, effectivement, vous avez c'est une espèce de frontière que vous passez. Vous êtes pas guéri, mais vous êtes pas vraiment malade, et que maintenant c'est à vous de vous prendre en charge. Et si on le prépare pas, même en le préparant, c'est quand même compliqué. Mais quand on le prépare pas, j'imagine bien, c'est les dames, ou les messieurs d'ailleurs. Effectivement, on a une espèce de baisse de morale. Alors, je peux comprendre que ça puisse aller jusqu'à la dépression, effectivement. C'est un état particulier. Et au fur et à mesure, on grimpe les marches et petit à petit, voilà, on reprend. Et si on a la chance de reprendre son travail aussi assez rapidement, je pense que ça peut aider aussi. Et là aussi, ça pêche encore un peu par rapport à la reprise du travail. Je pense que ça se fait, hein, il n'y a pas de problème, mais comme on reprend parfois à temps partiel, thérapeutique, tout ça, je peux comprendre que pour les employeurs, ça soit difficile d'intégrer un ou une de leurs employés dans très peu de temps de travail pour qu'au fur et à mesure, une fois qu'il a le pied à l'étrier, il puisse aller de plus en plus loin et récupérer son temps plein, quoi. Et ça aussi, c'est compliqué. Donc oui, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des personnes en dépression ou déprimées et après, mais si on fait plein de choses, en fait, on arrive à retrouver une espèce de vie dite normale et on se retrouve parce que si on a quand même ce statut de malade, ça aussi je lutte contre ça, moi, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que moi je dis toujours que la maladie ne définit pas ni l'homme ni la femme. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on est. Et oui, bien sûr qu'il y a cet épisode de maladie où le chemin bifurque pas, c'est simplement qu'il y a un truc qui vient se surajouter et qu'il faut gérer et on gère. Mais pour autant, si vous avez un métier qui vous passionne et si peu importe, si vous êtes, je sais pas moi, dans une association, vous êtes toujours cette personne-là. Et peut-être qu'effectivement, quand on perd ce statut, entre guillemets, de malade, qu'on ne devrait pas forcément avoir de manière aussi prégnante, et finalement, après, oui, c'est un peu le vide, hein, un peu le vide sidéral, là, où on se dit, oh là, mon Dieu, où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bon.
plein de petites choses à mettre en place avant. Mais pour ça, il faut qu'on nous en parle. Ouais. Du coup, j'ai plusieurs questions. Est-ce que pendant ce parcours, pendant tout le parcours médical, est-ce qu'il y a à un moment donné un suivi psychologique? Tu peux demander. On peut demander, mais c'est pas d'office. Non, c'est pas d'office. Il faut savoir que par exemple, alors moi je l'ai fait, pas que pour ça, mais je me suis dit j'en profite quand j'y suis. Ouais. Et finalement du coup ça a été assez assez intéressant. Là, j'ai une amie aussi qui est toute seule, qui a pas pu vraiment parler dans sa famille, tout ça. Et du coup, c'est pareil, ça a été bénéfique pour elle. Elle a demandé, à avoir une psychologue et ça l'a aidée. Et tu vois, par exemple, chose qu'on ne sait peut-être pas forcément, mais elle a eu contre le cancer, par exemple. Enfin, je vois au moins en Côte d'Or, mais peut-être que c'est certainement dans d'autres départements. Ils offrent, une fois que tu es inscrite, ils offrent la possibilité aux personnes d'avoir 10 séances auprès d'une psychologue. Okay. Et ça, c'est formidable parce que justement quand on fait cette démarche auprès de la Ligue, du coup, il y a des personnes qui vont vous expliquer ce à quoi on peut prétendre, comment on peut faire, etc. Et ça, du coup, ça donne une information. Le problème, c'est ces personnes qui sont pas forcément à la Ligue, qui vont pas forcément dans une association et qui sont perdues au fin fond de la pampa. Et là, l'accès aux informations, l'accès aux soins de support, j'ai envie de dire, tout ce qui est complémentaire où on peut avoir accès, eh bien, c'est quasiment impossible quand on est trop éloigné. Ou alors, il faut encore faire de la route et encore, on n'est pas tous égaux, je pense. Ouais. Quand on est en ville, ça va à peu près. Quand on n'est pas très loin, ça va. Dépasser déjà 30 minutes de route, 45, eh ben, c'est déjà plus compliqué. Et du coup, tu as parlé d'associations, du programme PEPS, etc. Est-ce que tu peux me citer les associations qui, toi, t'ont aidé dans ce parcours? Alors, moi, j'ai beaucoup regardé et lu pour l'association Rose Up. Sur Insta, donc, il y a le collectif d'autopalpation, il y a le ruban rose, et il y en a un autre, la chaîne rose, je crois. En fait, quand on prend comme ça, ça donne des informations et puis des fois c'est un peu décalé, parce que c'est abordé d'une autre façon. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça désacralise un peu tout ça, ça apporte quand même énormément d'informations. Et puis sur place, moi j'ai beaucoup que je connaissais avant comme association, c'est avec la Deuche Rose et c'est une association qui fait beaucoup pour les femmes qui ont un cancer du sein ou qui en ont eu un et qui font beaucoup dans la prévention, beaucoup d'informations, beaucoup d'événements, etc. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'elles font parce que je pense que pour les personnes c'est quand même très important d'avoir ne serait-ce que de discuter 5 minutes avec une personne qui justement a ces informations-là, parce que ça permet, ça enclenche le désir d'aller chercher autre chose, quoi. Et puis sinon, Carpe Diem à Dijon, parce que cette association-là, elle offre la possibilité de faire de l'activité physique adaptée, de l'aquagym. Moi, je fais partie d'un atelier d'écriture aussi, de la marche, de la danse. Je n'avais jamais dansé en ligne, à part le Madison au mariage, tu vois. Et là, c'est fantastique, hein. Tu tricotes avec les pieds, mais c'est pas grave. Mais tu vois, tu passes du temps. Non seulement ça fait de l'activité physique, parce qu'on sait que l'activité physique, ça diminue quand même de 50% les risques de récidive, ce qui est quand même énorme. Ouais. Mais en plus, tu passes du bon temps avec des gens, qui rigolent. Et puis, si un jour t'as un coup de mou, il y a un jour ou une qui est là pour te soutenir. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et là aussi, elles font aussi, elles vont dans certains événements pour expliquer ce qu'elles font, etc. Et ça, c'est chouette aussi. Trop bien. Donc voilà, mais après, il faut pas trop disperser, mais il y a des associations, quand même, il y a des associations qui sont extrêmement intéressantes et faut aller les voir. Enfin, faut pas hésiter à pousser la porte, faut passer un coup de fil ou aller voir sur Internet, enfin voilà, quoi. On a parlé un peu de travail. T'as dit que c'était un peu flou, les entreprises qui avaient du mal à reprendre des personnes à temps partiel, etc. Toi, pour toi, comment est-ce que ça s'est passé au niveau de ton travail? Alors, j'ai repris la semaine dernière, donc c'est tout neuf. Ok. Je voulais reprendre
plus rapidement, mais bon, la douleur m'a rattrapée et je n'ai pas pu faire autrement que d'attendre, tout en étant pris en charge, bien sûr, hein, pour ces problèmes-là, mais je pouvais pas reprendre. Bon, donc j'ai attendu patiemment. Et quand je suis allée voir le médecin du travail, eh bien, il m'a dit, ben voilà, vous travaillez 4 heures par jour et 2 jours par semaine. Et là, quand on vous annonce ça, ah bon, c'est tout? Bon, voilà. Vous êtes sûr? Oui, 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 je vous dis que oui, je vous dis que oui. Ok, bon, bah, vous vous pliez à ce que dit le médecin du travail qui fait cette recommandation. Votre médecin traitant, il finit, voilà, il termine l'arrêt de travail et puis il fait donc cette prescription de temps partiel thérapeutique. Alors, quand on a un temps partiel thérapeutique, moi je peux comprendre mon employeur, c'est-à-dire que 4 heures par jour, 2 jours par semaine pour une infirmière, clairement, bon. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une responsable de service qui m'a dit tu t'inquiètes pas, on va faire ce qu'il faut. Et donc elle a défendu mon truc. Et en fait, bon, ils m'ont accepté, bien sûr, ils ont accepté que je reprenne de cette manière-là. Et je les en remercie parce que vraiment, je me suis dit, ça va jamais passer. Enfin, j'étais pas très optimiste, entre guillemets, quoi. Ouais. Et en fait, donc, j'ai repris comme ça. Et ben, heureusement qu'il m'a mis que 2 jours par semaine et 4 heures par jour parce que j'étais épuisée. Et je me suis dit, waouh, mais quand même, oui, effectivement. Alors que je me sentais hyper en forme et tout, ouais, j'avais récupéré ma tête, tout était à peu près en ordre là-dedans. Bon, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Ah bah oui, mais oui, bah c'était tout. Voilà. Voilà. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est extrêmement important que les employeurs puissent être sensibles à ça. Parce qu'évidemment, quand tu présentes comme ça, quand on te voit dans la rue, quand tu présentes, ouais, t'es pomponné, tu rigoles, tu déconnes, enfin bon, bref. Et puis finalement, mais oui, tu sembles être en forme. Mais même toi, des fois, je pense que tu sais même pas que tu peux pas faire plus de 4 heures par jour. Parce que moi, j'étais loin de ce truc-là. Hein. Franchement, je pensais pas. Et c'est vrai que le corps a tellement été mis à mal que, en fait, cette réserve d'énergie, ben, elle est là, mais elle est toute petite. Alors nous, on est hyper contents, c'est sûr. Hein, tu vas faire 1 heure d'aquagym, 1 heure d'activité physique adaptée, limite, ouais, je suis trop forte, balèze et tout. Oui, non, mais non, oui, c'est bien, mais c'est pas si fort que ça. Et du coup, tu te dis, mon Dieu, 4 heures et je tiens, mais ouais, c'était trop. Enfin, j'ai pas fait la sieste en rentrant, mais bon, j'y étais presque quand même. Et donc là, je reprends ce week-end parce que je travaille demain et après-demain, 4 heures, hein, le matin. Donc, eh bien, on verra. Voilà, parce que ben, je sais pas, mais sûrement que ça ira, mais voilà. Donc oui, il faut vraiment prendre du temps. Il faut que chaque personne se dise que si ça a été prescrit comme ça, c'est que c'est nécessaire, et que, à contrario, pour les employeurs, vraiment être sensible à ça. Je pense que c'est vraiment, parce que même si tu travailles pas beaucoup, t'apportes toujours ta petite pierre à l'édifice et tu fais quand même du travail. Et moi, j'ai des amis que j'ai rencontrés dans tout ce parcours de soins, hein, qui sont des amis maintenant. Et elles ont fait ce même constat. Et c'est pareil, on sortait du programme PEPS plus forte que nous, il y en avait pas. Oui, bah oui, mais on est redescendu vite fait quand même parce que c'était pas possible. Et c'était compliqué. Et elles ont eu du mal aussi. Donc moi, quand j'ai repris vendredi, donc elles m'ont souhaité plein de choses et elles m'ont dit vas-y, t'es la meilleure, machin. Oui, bah non. Mais quand même, c'était sympa de reprendre. Donc, on verra au fur et à mesure. Faut prendre son temps. Il faut pas culpabiliser. Ouais. Parce que ça, on culpabilise beaucoup. Parce qu'en fait, on est tellement pris en charge et tout ça. Alors déjà, quand on est malade, je pense que voilà, on a cette image un peu de malade, justement, ou un peu poids pour la société, entre guillemets. Et puis, ben, on reprend le boulot et on reprend pas le boulot entièrement et ça fait un peu boulet, quoi, entre guillemets. Et c'est pour ça que ça aussi c'est important dans l'information. Il n'y a pas que pour les gens malades, il y a pour tous les gens qui sont là présents dans la vie des gens, quoi. Donc les employeurs entre autres. Et ça c'est important de qu'ils soient sensibilisés à ça. Mais il y en a beaucoup quand même, faut pas dire. Mais bon, c'est compliqué. Je peux comprendre que c'est compliqué. Socialement, parce que t'as dit qu'au début t'en avais parlé que à tes enfants. Socialement, comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des différences avec avant la maladie ou pas? Est-ce que pendant le parcours de la maladie, les gens sont un peu maladroits, ils peuvent dire des choses qui blessent ou pas? Ou voilà, comment socialement ça se passe? Bon, moi j'ai fini quand même par lâcher l'information mois de février quand même, parce que alors là ma mère m'en a voulu bien sûr.
Bon, c'était pas, elle me dit, ouais, quand même, on n'a pas parlé, mais dans la famille, il faut en parler, tout ça. Bon, bah, moi, je voulais pas, elle a très bien compris pourquoi j'en avais pas parlé, c'est évident. Mais, on est là. Je pense que ça dépend aussi des phases dans laquelle on se trouve au moment où il y a un événement qui se produit socialement. J'ai envie de dire, ça peut être une fête, enfin des choses comme ça. Alors on est là. Quand on est fatigué, on est là, mais clairement, on n'est pas en super forme. Après, par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les gens, forcément, même si t'en parles pas, c'est forcément sous-entendu. Et puis t'as des gens qui veulent te rassurer et qui disent, oh c'est rien. Alors déjà, le c'est rien, c'est en trop déjà. Enfin bon, c'est rien, c'est un cancer qui se soigne bien. Oui, mais non, oui, effectivement. Puis ou alors, on t'a pas enlevé tout le sein, c'est que c'était pas si grave que ça. Alors moi j'ai envie de dire, tiens, je te le donne et puis tu me donnes le tien comme ça, comme moi, tu verras ce que c'est. Enfin, c'est pas méchant, c'est juste que en fait ils veulent nous rassurer et peut-être se rassurer eux-mêmes aussi. Il y a des réflexions comme ça qui sont ou alors tu t'en tires bien. Alors celle-là, je l'aime bien aussi, je t'avoue. Tu t'en tires bien quand même. C'est sûr, bien sûr que je m'en tire bien, bien sûr. Oui, c'est vrai. Vu de ma fenêtre, je m'en tire plutôt pas mal. Alors qu'on me le dise de cette manière-là, non. Mais c'est un peu quand même des fois, si on prend pas avec du recul, ça dépend dans quel moment on se trouve, quoi. Hein. Parce que faut vraiment prendre ça avec du recul et se dire c'est bon, il a pas voulu ou elle a pas voulu être désagréable, désobligeante, je sais pas quoi. C'est juste que voilà. De toute façon, les gens ont du cancer, tout de suite, ça y est, hein, on a droit à tout, hein. C'est terrible quand même, hein. Est-ce que tu as des conseils pour justement aborder ça avec ses proches du côté pas malade et aborder ça avec quelqu'un de malade? Est-ce que tu as des conseils pour remplacer ces phrases qu'il faut pas dire? Il y a bien le dicton qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Et ça, je pense que ça marche pas. C'est pas avec tout le monde toujours. Je pense que pour la personne malade, se dire que bien sûr qu'il y aura toujours des gens malveillants, mais ça on s'en fout. Les gens, ils sont de manière générale bienveillants. Et ils sont bienveillants même s'ils sont indélicats ou maladroits. Je pense que ça peut plus ou moins blesser en fonction de la personne qui te le dit. Et puis après, malheureusement, il n'y a pas de généralité. Je pense que pour la personne malade, le seul truc à se dire, c'est que faut penser à soi, se recentrer sur soi, et même si des fois ça te donne un bon coup t'as pas envie d'entendre ce qu'ils disent parce que vraiment c'est maladroit plus que tout, quoi. Et puis toi, tu sais que t'en chies tous les jours avec les traitements, les machins et tout ça, et que à contrario, on te dit c'est pas si grave que ça. C'est vrai que t'as du mal à prendre du recul, mais c'est vrai que c'est important de le faire. Ça, c'est clair, c'est important de le faire. Et puis au fur et à mesure, c'est pas qu'on s'habitue, mais je pense c'est ça, on laisse de côté un peu toutes ces phrases particulières. Pour les autres personnes, j'ai envie de dire, pensez, est-ce que vous avez envie, vous, qu'on vous dise des choses si désagréables ou si maladroites? Comment vous le prendriez? Parce qu'en fait, même si c'est pas intentionnel, des fois on peut réfléchir un peu, tu vois, pas forcément, on a le droit de réfléchir et de se dire, oui, punaise, moi finalement j'aurais peut-être pas aimé qu'on me dise ça. Et c'est un peu ça aussi dans notre société où on est quand même déjà très centré sur soi-même. Alors c'est peut-être compliqué pour toutes les personnes de considérer la personne qui est en face, finalement peut-être qu'elle est malade, mais elle n'est pas que malade et que des fois faut faire attention à ce qu'on dit. Comme dans la vie naturelle au quotidien, peu importe, on fait attention à ce qu'on dit. Parfois on peut être en colère et les mots dépassent la pensée, mais là il n'y a pas de colère, c'est juste de la maladresse, quoi. Et franchement, il y a des fois, waouh, quoi. Hein, il y en a qui ont quand même du potentiel. Hein. C'est un peu dommage. Juste faire attention, mais c'est faire attention dans la vie courante, faire attention à l'autre, tout simplement. Quand on est en colère, bien sûr, tu as le droit de péter les plombs un jour parce que tu es en colère après quelqu'un et que je dis pas que c'est hyper efficace au final, mais enfin bon, ça fait du bien sur le moment, on va dire. Mais là, non, parce que ça fait du mal, en fait. Ouais. Ça fait du mal. C'est ça qui est embêtant, quoi. Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, on est malade, c'est vrai. Et oui, on a des traitements, c'est vrai. Ils sont lourds, et puis voilà. Et puis, peut-être que ça va durer, après, comme nous, par exemple, l'hormonothérapie, ça va durer encore 5 ans, peut-être 10 ans. Mais pour autant, est-ce qu'on me renverra toujours cette image de femme qui a un cancer du sein? Parce par exemple, moi, je dis toujours que je ne suis pas que ça, mais je suis une femme avant tout.
Et je suis une femme, voilà, avec ses compétences, ses expertises, sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, ses activités, ses hobbies, enfin voilà quoi. Ça aussi, je pense que les gens, il y a beaucoup de travail là-dessus, à se dire que la maladie, elle est là, il faut vivre avec, mais qu'on n'est pas que ça. Voilà. Bon, 1 heure, c'est beaucoup trop court. J'aurais encore 1000 questions, mais est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, un sujet que tu voulais aborder, que j'ai pas abordé, ou est-ce qu'il y a quelque chose, t'as envie de dire un mot de la fin ou... Ben moi, le mot de la fin, j'ai envie de dire à toutes les femmes et tous les hommes qui ont cette maladie, mais pour les autres maladies, c'est pareil, hein, c'est aller chercher l'information. Aucune question n'est stupide, aucune question. Toutes les questions, elles sont bonnes. Si vous avez une question, mais posez-la. Je veux dire, les médecins, ils sont là pour nous répondre, ils sont là pour nous informer. Et on peut pas avoir comme ça, comme les petites pupilles dans son lit, attendre l'information tout de suite comme ça, pouf. Non, il faut le faire parce que tout le monde a cette force-là. Et il faut poser des questions. On a mal, et ben, faut pas nier cette douleur. Moi, j'ai plein de copines, bah oui, j'ai mal et tout ça, mais je dis, mais bon sang, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il faut le dire parce que il y a des choses qui sont en place en France. On a cette chance-là, même si le système de santé c'est le bazar en ce moment, on a cette chance-là. Et il y a des portes qui peuvent s'ouvrir comme ça, pour vraiment apporter quelque chose de bien précis pour la personne, adapté, etc. Et il y a ce qu'il faut. Mais le médecin ou le psychologue ou je ne sais pas qui, enfin, l'interlocuteur que vous avez, il va pas le deviner. Donc il faut prendre la parole, il faut dire les choses. Et puis j'ai envie de dire, il faut des gens comme toi aussi pour pouvoir témoigner. Il faut pas avoir peur, il faut le faire. Voilà. Et on en sort certainement très enrichi, très fort, et c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on n'aimerait pas vivre évidemment, mais justement il faut prendre ce qu'il y a de positif là-dedans pour rebondir. Alors bien sûr, hein, ça peut être long, plus ou moins long avec certaines personnes, mais surtout parler, poser des questions, taper aux portes, et même si vous passez pour une personne pénible, eh ben on s'en fiche parce que les choses elles sont là, il faut poser ces questions et voilà, et il faut vivre. C'est un peu difficile parfois. Mais ça fait rien. On est toutes des personnes formidables et on n'est pas que malades, voilà. Ça aussi quand même, ouais. Ça sera le titre de l'épisode, on n'est pas que malades. Ouais, on n'est pas que malades, c'est ça. Exactement. C'est vrai. Est-ce que toi, t'as un sujet tabou? Alors là, tu me poses une colle, parce que d'emblée, comme ça, je dirais que non. Après, moi, j'ai toujours répondu, enfin, non, moi, non, bah non, je crois pas, enfin, j'en sais rien, bah non, je me suis jamais posé la question, j'ai toujours répondu, non, je m'intéresse à plein de trucs, non, je crois pas. Trop bien. Pas de tabou, au contraire, c'est ça qui est bien, quand on en a pas, on peut aussi, il y a pas de frein, donc on peut avancer. Trop bien. Merci beaucoup, Myriam. Ah bah avec plaisir, Manon, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode avec les liens vers les références citées sur le blog du podcast www.sanstabou-podcast.com 100tabou-podcast.com. Vous pouvez aussi retrouver Myriam sur Instagram et Facebook sous le nom Myriam BFC et sur LinkedIn sous le nom Myriam Salé. Pour continuer de soutenir le podcast, n'oubliez pas d'en parler autour de vous tout le temps, de mettre des notes, des commentaires sur vos applis et bien sûr d'être encore et toujours au rendez-vous tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur Instagram sous le pseudo @positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page Sans Tabou. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.